Bienvenue à toi, très content de te recevoir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental, vraiment un pilier que tu dois comprendre. Il faut que tu puisses, et j'insiste, il faut que tu puisses avoir un regard critique sur l'idée de l'Union européenne, hein. On va voir un petit peu comment c'est avatarisé, comment on peut conceptualiser. On va essayer de sortir en dehors des sentiers battus. C'est une vision vraiment en dehors, c'est une vision vraiment pas académique, c'est pas ce qu'on va t'apprendre. On va essayer, il y a certaines choses qui vont être tabous, d'autres t'auras entendu nulle part. Donc c'est important de démystifier ça. C'est pourquoi ça me permet de rebondir sur le premier point qui est vraiment démystifié, hein. C'est vraiment de comprendre ce que c'est l'idée de l'Union européenne et qu'en tout temps, elle a toujours été avatarisée. Avatarisée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a toujours été utilisée, donc l'idée, elle a été institutionnalisée, elle a été utilisée par des institutions soit supranationales, soit par des pays, des grandes nations, des superpuissances pour des objectifs et un contexte en fonction du temps précis et du temps historique. Donc l'idée de l'unification continentale, l'idée de l'Union européenne, on peut remonter à loin, on peut remonter à Charlemagne, mais je ne vais pas parler de Charlemagne parce que quand on parle d'histoire, il faut faire de l'histoire. Et ne serait-ce juste que si on calque son empire à par exemple l'Europe des six, on en reparlera un petit peu plus tard, mais vraiment le noyau dur de la construction européenne, on voit que si on calque, c'est pas vraiment la même chose. Donc on va pas s'attarder sur Charlemagne, on fera un petit bond un peu plus tard pour ajouter un peu de nuance, mais par exemple, on peut s'illustrer avec Victor Hugo, hein. Il me semble que c'était en 1849 sur le congrès de la paix, après le printemps des peuples, où il disait qu'il faut une fraternité européenne. Il disait, après il faut comprendre aussi pourquoi il disait ça, enfin il était évidemment fervent de l'unification continentale, mais parce qu'il était touché par le nationalisme meurtrier, par la misère, par la guerre, donc évidemment il voyait ça comme une illusion, ou en tout cas un objectif extrêmement pacifique. Ça permettait la solidarité tout en arrêtant un risque potentiel de guerre. Donc maintenant que tu as compris que l'idée elle remonte à un petit peu loin et que c'est pas juste dernièrement où on a parlé qu'est-ce que c'est la construction européenne? Oui, alors il y a les traités que tout le monde connaît ou plus ou moins. Il y a les traités de Rome, il y a Maastricht, il y a Lisbonne, il y a Amsterdam, ce que tu veux, il y a Nice. Peu importe, tu vois que c'est vraiment une idée, que c'est vraiment un esprit dans le temps en fonction. Et du coup, pour revenir à mon propos, quand je disais que c'était avatarisé, institutionnalisé, c'est-à-dire que ça servait, que c'était manipulé. Par exemple, l'Allemagne, quand elle sollicitait des hommes français, elle disait pas battez-vous pour l'Allemagne, pour le peuple germanique. Non, elle disait battez-vous pour l'Europe. Avec l'Europe, nous vaincrons. Avec l'Europe, il y aura de la prospérité. Avec l'Europe, enfin, tout ça, c'est de la propagande. Je mettrai à l'image, hein, tu verras, il me semble, la propagande de mémoire, c'est sous le signe SS, tu vaincras pour l'Europe, l'Europe, réveille-toi, etc. Donc c'était vraiment une grosse propagande, hein. C'était vraiment. Ça permettait en fait de masquer sa colonisation, ça permettait de masquer son impérialisme, hein. Ça permettait de masquer aussi son idéologie extrêmement raciste, raciale. On pourra d'ailleurs en parler peut-être dans une prochaine vidéo, ça pourrait être intéressant ou toute la révolution culturelle nazie, parce que la révolution culturelle nazie, c'est pas que l'antisémitisme, c'est pas que juste de la déportation, mais c'est également vraiment une philosophie, hein. C'est une philosophie raciale, c'est-à-dire que la philosophie, par exemple, juste pour faire une incise rapide sur la philosophie nazie, où en fait il y a vraiment une hiérarchisation des races, c'est-à-dire que les nazis s'incarnent dans le cadre du sang et de la terre. Il me semble, en allemand, c'est Blut und Boden. Bon, je suis pas germanique, mais ça veut dire le sang et la terre. Ou en fait, le sang, ça va te prédestiner racialement à être, par exemple, un haut fonctionnaire. Ça va te prédestiner à, par exemple, écrire des livres qui vont être un succès. Bon, évidemment, encore une fois, en fonction de l'idéologie représentée sur place pendant, je sais pas, pendant l'entre-deux-guerres, par exemple, en 1930, où évidemment, il y avait par exemple l'art dégénéré, tu pourras marquer sur internet ce que c'est l'art dégénéré, où en fait c'est les nazis, ils n'aimaient pas du tout ça, mais c'est qu'en fait, il faut comprendre que ce que je voulais dire, toute la production intellectuelle, c'est déterminé, donc c'est vraiment une philosophie déterministe, hein. C'est-à-dire que si tu es capable de faire des conférences, si tu es capable d'écrire des essais, si tu es capable d'écrire des livres, si tu as un haut poste, si par exemple, je sais pas, tu es un économiste hors pair, si tu es un physicien nucléaire exceptionnel, bon, à l'époque on n'avait pas encore la bombe atomique, mais si en tout cas tu as une haute valorisation sociale, c'est parce que c'est l'expression de tes gènes, hein. C'est vraiment une philosophie très conséquentialiste. C'est-à-dire que ce sang, il permet de matérialiser ton objectif et ta position sociale. Donc ça peut être très intéressant aussi. Après, on peut même faire un parallèle avec la philosophie antique parce que les, les, les nazis ils se revendiquaient d'un peuple germanique, vraiment bah, un sang pur, vraiment un corps vraiment physique et svelte de l'époque un petit peu de Platon. Ils idéalisaient Platon, etc. Donc on pourrait faire le parallèle. Euh,
Enfin bref, tout ça pour dire que la philosophie nazie, c'est pas juste l'Union européenne, c'est pas juste les déportations, les tueries de masse. C'est tout un complexe où il faut pouvoir nuancer parce que c'est multifactoriel. Il n'y a pas que l'Union européenne pour la propagande nazie, il n'y a pas que leur idéologie qui est antisémite, il y a également toute une philosophie derrière. Alors évidemment, ça n'a rien à voir d'essayer de légitimer ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça vaut quand même le coup d'œil, essayer de vraiment de plonger dans l'œil nazi, ça pourrait être intéressant vu qu'on est un peu dans cette période. Et ce qui me permet aussi de rebondir et d'introduire, comme je le disais, que l'idée de l'Union européenne, elle a toujours été utilisée, elle a toujours été un outil pour essayer d'asservir ou en tout cas de alimenter vraiment tous ces objectifs, soit de puissance, soit de domination, soit d'effervescence économique, soit par exemple pour masquer que ce soit des difficultés économiques ou des difficultés en fonction des nations, des peuples, etc. Donc vraiment le big boss qu'il faut introduire dans la construction européenne, parce qu'il joue un rôle fondamental, c'est bien évidemment les États-Unis. Alors pourquoi je te parle des États-Unis dans la construction européenne? Parce qu'il y a certaines personnes, ils vont se dire oui, l'Union européenne, non. C'est uniquement les gens qui vivaient sur le vieux continent, c'est des Européens, c'est pour tous ceux qui sortent des écoles et qui vont vous dire non, c'est Schuman, c'est un visionnaire, c'est le père d'Europe, c'est Jean Monnet. Je te dis direct, c'était des agents de la CIA. Alors, Jean Monnet, c'était un agent de la CIA, il était corrompu, il recevait de l'argent directement des États-Unis, du gouvernement américain. Schuman, c'est un peu plus différent, il n'était pas directement agent de la CIA, mais il avait évidemment des filiations avec les États-Unis, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais pour être factuel, parce qu'ici on veut du concret, ok? Où les faits, c'est par exemple IG Farben ou bien le cartel de l'acier. IG Farben, qu'est-ce que c'est? C'est un gros groupe d'industrie chimique de l'époque, environ 1930, où en fait ils ont passé un énorme accord avec les États-Unis, avec qui? Standard Oil. Et Standard Oil, c'est financé par qui? Par Rockefeller. Tout ça pour dire que, en fait, le parallèle qu'on peut faire, c'est qu'on peut associer, en tout cas on peut deviner, même prétendre, voire même affirmer, si on va loin dans la logique, que les États-Unis ont permis la montée au pouvoir de Hitler, puisqu'ils ont financé leurs industries, et en l'occurrence, pour IG Farben, le pacte qu'ils ont passé avec Standard Oil, c'était la production d'essence à partir d'une matière première, je ne sais plus exactement laquelle, mais bon, l'essence, ça sert à quoi? Ça sert par exemple pour toute l'industrie lourde ou bien toute l'industrie militaire. Donc forcément, ça renforce vraiment la puissance économique du Reich, ce qui a ensuite permis la deuxième grande guerre, la deuxième guerre mondiale comme on la connaît. Et comme le cartel de l'acier, ou comme le cartel de l'acier, ils ont passé, et ils ont aussi des filiations, que ce soit US Steel, BTLM, des compagnies américaines, dans l'Allemagne, l'Allemagne nazie. Et tous ces financements, ça a été permis justement parce qu'il y a eu la loi du marché. Donc ce que je suis en train de dire, c'est pas que les États-Unis ont voulu vraiment un pouvoir totalitaire en place, ils ont vraiment voulu un pouvoir qui pouvait être peut-être dangereux, mais en fait, non, il y a plusieurs composantes. Numéro un, il faut savoir que c'était la loi du marché numéro 1, c'est-à-dire qu'ils recherchaient un partenaire économique, c'est-à-dire qui dépolitisait le capitalisme. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas spécialement Hitler au pouvoir, ils ne voulaient pas forcément un pouvoir totalitaire en place, c'était juste qu'ils voulaient tout simplement avoir une effervescence économique et surtout le capitalisme, c'était un contrepoids aux communistes de l'URSS. Donc ça permettait numéro un de récupérer des sommes colossales, on ne va pas se mentir. Numéro 2, faire un contrepoids idéologique et proposer un modèle contre le communisme. Je rappelle rapidement que ce soit le capitalisme, que ce soit les démocraties occidentales ou bien l'URSS, ils avaient tous en tout cas l'objectif de vouloir créer une démocratie libérale, mais ils n'y répondaient pas de la même manière. Car nous, c'était via le capitalisme, eux, c'était via le communisme, donc chacun ses besoins, chacun selon ses moyens, c'était l'abolition des classes, abolition des moyens de production, alors que nous, à l'inverse, c'était plus, par exemple, soit le socialisme, on peut en revenir que dans la propagande nazie, c'était par exemple, l'Europe se construira sur un modèle socialiste, donc nous, c'était par exemple, pour la gauche, ce sera un modèle socialiste, donc en tout cas, on pouvait plus composer. Et c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que les Américains voyaient le gouvernement de l'Allemagne nazie comme un gouvernement auquel on pouvait composer. Par exemple, on pourra refaire, bon je pense que je la ferai quand même la vidéo sur le nazisme, où on pourra aussi faire des parallèles que par exemple, Hitler n'est pas arrivé au pouvoir. On lui a donné le pouvoir, ce qui est très différent. C'est-à-dire que à l'époque, que ce soit le SPD, que ce soit le NSDAP, donc ça je crois que c'est son parti politique, que ce soit le Zentrum, c'est-à-dire le parti nationaliste chrétien, donc le centre, etc. En fait, il y avait toute une composition politique
Hitler en soi, enfin son parti politique était d'extrême droite. Alors attendez que je dise pas de bêtises, que je me rappelle, faudrait que je revérifie le parti politique. Ok, donc je suis devant avec mon petit carnet pour pas vous dire de bêtises, ou juste pour faire une incise encore rapidement, mais c'est important de faire des parallèles, d'avoir une vue vraiment multidimensionnelle, où il y avait le NSDAP, donc le parti d'Hitler, hein, qui était l'extrême droite, et bon, ça craignait un petit peu, hein, c'était quand même un peu excessif, c'était quand même un peu autoritaire, mais en même temps, il se cachait également, par exemple, via le parti conservateur nationaliste de DNVP, où ils avaient quasiment le même message, mais c'est-à-dire que en fait c'était un peu l'unification des droites qui a permis de casser la gauche. Donc, et ça, ce fut des choix vraiment méticuleusement réfléchis, que ce soit Hindenburg, que ce soit Van Papen, etc. Donc je fais mon petit carnet parce que c'est pas non plus que le sujet de la vidéo, on va continuer d'avancer sur vraiment l'idée, l'unification continentale, l'unification des peuples, qu'est-ce que c'est et comment surtout ça débouche sur l'Union Européenne. Mais ça, c'était aussi pour vous dire que de démystifier que Hitler il n'est pas monté au pouvoir et qu'on lui a donné, donc on lui a donné à travers les financements anglo-saxons, donc comme je l'ai dit avec le cartel de l'acier, avec KG Farben, mais également avec un troisième intervenant qui est fondamental et je dois mentionner, c'est la BRI, la Banque des règlements internationaux, et qui est basée à Bâle. Et en fait, il faut que vous puissiez vous dire dans votre tête, c'est que cette banque-là, il y avait un compte qui s'appelait compte spécial S. Et compte spécial S, qui était le titulaire derrière, c'était Heinrich Himmler. Et Himmler, chef de la Gestapo, chef des SS, et en fait, il puisait dedans parce qu'il y avait énormément d'industriels, vraiment tout le milieu de la finance qui finançait ce compte, et ça passait par la BRI. Et il se servait de cet argent pour financer, que ce soit ses crimes de guerre, ses exactions, tout ce qui est scandaleux, etc. Ou quand il avait besoin de renflouer les caisses de la SS ou de la Gestapo. Donc ça, c'est pour vous dire que le monde anglo-saxon, il a financé, par exemple, la montée au pouvoir d'Hitler, ou en tout cas a financé à l'amélioration de leur industrie militaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que comme on est dans, à mon sens, est l'épicentre, vraiment l'épicentre de la construction européenne, il faut que vous puissiez comprendre dans quel bain, vraiment dans quelle eau en fait on a trempé avant, et que avant ça accouche de la construction européenne. Vraiment, le prélude, c'était par exemple Wallerstein. Alors ça, c'est un figurant extrêmement majeur. Qui est ce monsieur? C'est un juriste haut fonctionnaire de l'Allemagne nazie. Pourquoi je vous parle de lui? C'est parce qu'il va devenir le premier président de la Commission européenne. Il y a toujours des présidents de la Commission européenne aujourd'hui, je vous le dis. Hein. Aujourd'hui, c'est Ursula von der Leyen, il y en a eu beaucoup d'autres avant elle, mais le premier, c'était un nazi. Alors, qui est ce monsieur? Ce monsieur, il me semble, il intervient en 1938, après une visite de Hitler avec Benito Mussolini, où Hitler lui avait demandé d'organiser juridiquement la construction européenne, puisqu'il était juriste. Sauf que, bon, on va pas refaire l'histoire, la Seconde Guerre mondiale s'est terminée comme on le sait, et il s'est fait arrêter, il me semble, en 1944 à Cherbourg, le 26 juin, si je me rappelle bien, avec un uniforme de la Wehrmacht. Donc là, tout est relié, hein. Tout ce que je vous dis, tout est relié. Ensuite, il est arrêté par les Américains. Il est envoyé aux États-Unis, en prison, il me semble, il est envoyé en prison au Mississippi, il me semble. Et ensuite, il est transféré dans le cadre d'une opération secrète. Aujourd'hui, c'est déclassifié, vous pouvez tout vérifier. Il est envoyé dans le cadre d'une mission qui s'appelle Sunflower à Fort Getty. Et à Fort Getty, qu'est-ce qui suit? À votre avis, il suit des cours de démocratie américaine. Donc, évidemment, il est quand même... Je ne vais pas dire que c'est un lavage de cerveau, je ne vais pas dire que c'est... qu'on vous dit quoi penser. Les mauvaises langues, ils diront oui, c'est une soumission à l'idéologie américaine, ça sert juste à créer un ventriloque, ça permet de créer ce qu'on appelle des américano-compatibles pour les renvoyer dans le vieux continent pour vraiment faire un recyclage des élites occidentales à ce moment-là. Et les langues un peu plus modestes, ils diront oui, bah, c'est bien de varier les sources, c'est bien de s'ouvrir au monde, etc. Moi, personnellement, je suis partisan des deux. C'est-à-dire que c'est très bien de connaître la démocratie américaine, de connaître la démocratie de d'autres pays, de vraiment pouvoir varier les sources. C'est bien de ne pas tout le temps être dans la tête dans le guidon et toujours utiliser la source avec laquelle on possède. Ça, je suis d'accord. Mais quand on sait le rôle que les États-Unis, quand on sait l'importance et comment ils vont utiliser leur levier de pouvoir, leur levier de pression, quand on sait notamment un peu plus tard la lucidité de Charles de Gaulle lorsqu'il voyait vraiment la pression américaine, qu'il y avait une vassalisation qui était en cours, notamment quand il y a eu, par exemple, il y a tout le temps, en fait, l'histoire laisse des traces, tout le temps, il y a tout le temps des traces. Par exemple, lorsque les Américains sont arrivés sur nos côtes, quelle était leur mission?
Quel était le nom de leur mission? C'était Overlord. Et Overlord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vassalisation en français. Donc c'est pour vous dire. Donc bref, là, on a fini un petit peu le cadre de la Seconde Guerre mondiale. On est après 45 et vous allez comprendre le regard contemporain qu'on peut avoir aujourd'hui et comprendre pourquoi on en est arrivé là de la construction européenne d'un point de vue institutionnel, hein, c'est-à-dire avec Maastricht, avec l'euro qui est arrivé, avec la Banque Centrale Européenne, etc. On en parlera un petit peu plus tard. Donc ça, c'est le regard institutionnel, comprendre comment s'organisent et comment sont légiférer nos lois, comment nos mœurs sont communément admises ou communément excommuniées, hein, si besoin. Ça, c'est vraiment la chose. Mais d'un point de vue historique, on va essayer de comprendre comment ça se construit, hein, comment ça se crée, comment ça se matérialise. Alors, revenons à Walter Einstein. Il se fait arrêter en 1944. Il est revenu en Allemagne. Et de 1944 et en 1951, parce qu'en 1951, il devient, il me semble, ministre des Affaires étrangères de Adenauer. Donc, c'est-à-dire qu'il devient un peu le numéro 2 de l'Allemagne, ce qui est phénoménal, mais quelle ascension sociale, alors que c'était lui l'architecte juridique de l'Allemagne nazie. Enfin, c'est exceptionnel, c'est une propulsion gigantesque, littéralement. Donc, ça c'est du côté allemand. Mais côté français, parce que quand, je sais pas, on va en salle de classe ou quand on discute avec des pro-européistes, dernièrement, il y a un mois ou deux, j'ai eu une discussion avec un macroniste. Donc, bon, macroniste synonyme de pro-atlantiste, pro-européiste. Non, mais c'est génial, c'est l'absolutisation des guerres, c'est vraiment l'unification des peuples. Si tu es contre, après ça c'est la dialectique, si tu es contre, tu vas être rétrograde, tu vas être xénophobe, tu vas être arriériste, on va essayer de te diaboliser. Ça c'est un peu vraiment la dialectique des macronistes, ou en tout cas ceux qui sont de gauche, du côté pro-européiste, atlantique, etc. Et côté français, que ce soit Robert Schuman, que ce soit... Après, il a la binationalité, hein. Je vous rappelle qu'en 14, il a combattu sur le front allemand. Donc, bon, ok. Donc, on peut se poser aussi la question pour défendre les intérêts nationaux de la patrie, de quel côté on se place. Et Monnet, Jean Monnet, c'est aussi quelque chose qui était un agent de la CIA, comme je l'ai précédemment évoqué. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, je vais mettre la source à l'écran, il me semble que c'était en 2000, de The Daily Telegraph, où il y avait marqué que Robert Schuman, Jean Monnet et Paul-Henri Spaak, donc il me semble que c'était le Premier ministre belge, où ils étaient tous traités comme des employés de Washington. On les appelait les chevilles ouvrières, c'est-à-dire des agents, presque des agents de ménage, hein, pour balayer ce qui est un peu trop souverainiste, ce qui est un peu trop défenseur de la nation, l'intérêt supérieur, vraiment, quel est l'esprit, que ce soit l'esprit national, ou en tout cas un énorme ou un véritable projet politique. On pourra aussi faire le parallèle avec De Gaulle, qui lui avait une vision d'Europe des nations, et pas une Europe supranationale. Supranationale, c'est-à-dire qu'il y a un gros gouvernement central qui est actuellement à Bruxelles, qui dirige en fait tous les États. C'est-à-dire que c'est un gros gouvernement qui dirige pour 27 États. Alors, on peut le dire maintenant, c'est super intelligent comme procédé, en sachant qu'il y a 27 États. 27 États qui ont tous des intérêts divergents, qui ont tous des objectifs divergents, qui ont tous des situations différentes, hein. Il y en a d'autres qui sont plus développés, moins développés, d'autres qui ont des priorités, qui est plus axé sur l'économie, plus sur l'immigration, d'autres sur l'écologie. Et comme c'est très difficile d'aligner tous ces intérêts divergents. Et c'est normal d'avoir des intérêts divergents quand on n'a pas la même culture, quand on n'a pas le même peuple, qu'on n'a pas les mêmes références culturelles, qu'on n'a pas les mêmes héros, qu'on n'a pas les mêmes batailles perdues ou gagnées, ou qu'on n'a pas le même rapport à la religion, à soi-même. On peut être sur tous les plans. Le plan le plus holistique, alors je dis pas non plus que la Commission européenne elle est sur le plan personnel, interindividuel, c'est-à-dire qu'elle nous dit quoi penser, que faire. Ça me rappelle la phrase d'Orwell sur les régimes totalitaires où il y a 3 phases, c'est tu dois, on t'ordonne de faire quelque chose. Deuxièmement, c'est tu ne dois pas, donc c'est similaire à la première. Et la troisième, c'est tu es. C'est-à-dire que tu dois incarner, tu dois devenir ce que l'idéologie surreprésentée, hein, parce que le monde est très loin d'être idéologisé. Donc, s'il est suridéologisé, tu dois être l'incarnation de ce qu'on te doit, ce qu'on te dit, etc. Donc, c'est-à-dire que, si je récapitule, Jean Monnet, Schuman, Paul-Henri Spaak, Walter Einstein du côté allemand, ils étaient traités comme des employés américains, et ils avaient pour but aussi de créer vraiment la vassalisation de l'Europe, hein, parce que ça peut s'illustrer à travers le plan Marshall, par exemple, hein. Je rappelle par exemple le plan Marshall où le Royaume-Uni, vous pensez, ils ont fini de payer, hein, les intérêts du plan Marshall en quelle année? En sachant que le plan Marshall, c'est 1950 quand même. Quelle année? Alors,
De mémoire, j'ai plus la date exacte, il me semble que ça va être 2007, 2006, 2007, 2008. Je mettrai dans la vidéo 2007, 2008, 2006, quelque chose comme ça. Et il me semble leur dernier versement, c'était 80 millions. Mais vous vous rendez compte quand même, quasiment 80 ans après, ils étaient encore en train de payer des sommes mais énormes. Donc bref, donc le plan Marshall pour financièrement, également l'OTAN d'un point de vue militaire, où je rappelle que c'est la subordination militaire, parce que quoi de mieux, vraiment quoi de mieux de soumettre nos intérêts nationaux, nos intérêts souverains, nos intérêts militaires, nos intérêts de défense sous la coupe des États-Unis, ou si demain on se fait agresser, je sais pas, par la Russie, comme à l'époque il y avait un énorme risque, c'était aussi ne pas se faire agresser, plus de guerre sur le continent. Ça, c'est le cliché, c'est quand même vrai, il faut pas non plus démentir ce fait. Mais si demain on avait un problème, comme on n'avait pas la bombe atomique, bon, on l'a développé très rapidement grâce au plan de Gaulle, etc. Mais c'est qu'il devait être en capacité de nous protéger. On était sous parapluie américain, parapluie nucléaire américain. Sauf que très vite, De Gaulle il s'est rendu compte que s'il y avait un problème, eh ben, ils se mouilleraient pas du tout. S'ils avaient besoin d'utiliser leurs missiles nucléaires pour nous protéger, mais pas du tout. Déjà, ils vont pas envoyer leurs missiles, c'est n'importe quoi. Ça les intéresserait en quoi? Mais non, 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 pas du tout. Numéro 2, surtout ne jamais envoyer les boys. Il faut pas envoyer les boys. C'est fondamental, c'est primordial de comprendre ça. Donc c'est pour ça qu'on pourra aussi comprendre et analyser un peu plus tard, si je le fais dans cette vidéo, parce qu'on ne peut pas tout voir non plus, mais aussi la philosophie de Gaulle qui se revendiquait, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui c'est un anti-européen. Pas du tout. Je suis en train de... J'ai lu notamment les mémoires, pas les mémoires de Gaulle sur... pas les mémoires de guerre, mais de Alain Perfit, où il disait je suis le plus européen des Européens. C'est parce qu'en fait il est le plus européen dans une lignée où toutes les décisions importantes sont prises en fonction du pays. S'il y a une grosse décision capitale, stratégique pour la France, elle est prise à Paris. S'il y a une décision capitale et stratégique qui doit être prise en Italie, c'est à Rome. Et ainsi de suite pour la Belgique, et ainsi de suite pour l'Allemagne, et ainsi de suite pour tous les autres pays qui sont rentrés au fur et à mesure. C'est pareil. Et pas une grosse institution qui dirige, parce qu'en fait, De Gaulle, il disait que il qualifiait ça, ce principe même, de monstruosité technocratique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas compromettre et ne pas déléguer nos leviers de puissance, que ce soit économique, que ce soit militaire et autres, à des institutions, commissions étrangères. Peu importe que ce soit à Bruxelles ou que ce soit à Francfort pour la BCE, que ce soit à Washington pour l'OTAN, peu importe. Il faut juste garder en fait la mainmise sur notre politique, sur tous les plans. Donc le rôle des États-Unis, que ce soit années 50, 60, où il a été prouvé, tout ça c'est déclassifié, vous pouvez vérifier, il me semble que c'est dans National Archive, où ils ont mené une campagne pour promouvoir l'unification continentale, pour promouvoir l'Europe. Et pourquoi ils ont fait ça? Bon, déjà, il y a plusieurs métriques à prendre en considération. Numéro 1, évidemment, c'est faire un contre-poids au communisme, je pense quand même, il faut hiérarchiser aussi l'ordre d'importance. Numéro 2, allez, on va dire qu'il n'y a pas de retour de guerre, mais c'est quand même très serré, en tout cas pour le niveau de la France, avec aussi faire baisser le poids du Parti communiste français, qui était très fort, il me semble, au plus haut, c'était peut-être 20 ou 30% des voix électorales, ce qui est énorme, ce qui est vraiment colossal. Et également pour faire baisser la pression gaullienne, c'est-à-dire la souveraineté, ou la dépendance, ou en tout cas l'adhésion de la vision de Gaulle, donc son parti politique, etc. C'était vraiment pour faire baisser ça. Mais également un point qui est souvent oublié, mais qui est super important. C'est surtout pour avoir des alliés dociles, évidemment. Par exemple, c'est pas un hasard si ils voulaient nous mettre dans l'OTAN, qui d'ailleurs De Gaulle est sorti du commandement intégré de l'OTAN. De Gaulle n'était pas anti-OTAN. Il pensait que l'OTAN c'était toujours une alliance militaire très importante, que c'était stratégique, que c'était toujours un atout. Super. Mais qu'on ne devait pas dépendre de l'OTAN. D'où l'intérêt de sortir du commandement intégré de l'OTAN, où je rappelle, il me semble qu'on est re-rentré dans le commandement intégré de l'OTAN, comme par hasard, par qui? Par Sarkozy, le monsieur pro-atlantiste. Je vous rappelle qu'il faisait ses footings à Manhattan, à New York, etc. Que son propre fils, n'a pas été élevé sur la terre française. Il a été élevé aux États-Unis. Et bon, bref. Et il nous a réintégrés dans le commandement intégré de l'OTAN. Donc tout ça pour dire qu'il y a aussi une sorte de soumission. Il nous faut des alliés dociles, que ce soit idéologique avec la culture américaine, que ce soit financièrement avec les plans de relance. Alors je dis pas qu'ils nous ont pas aidés, je dis pas que ça n'a pas favorisé l'industrie agricole, etc. Même si après
C'est aussi un sujet de fond et complexe, c'est aussi très intéressant à se pencher. On pourra reparler dans d'autres parallèles. On va pas tout faire dans cette vidéo, mais sur la PAC, hein, la politique agricole commune et comment ça s'est passé. On pourra en faire aussi un parallèle avec, par exemple, pourquoi pas aujourd'hui, avec l'Union européenne, comment ça se passe avec les pesticides, la valeur nutritionnelle des aliments, que ce soit la loi du plomb, plus récemment, on peut aussi traiter de sujets de l'actualité. Je pense aussi que je ferai pas mal de vidéos sur l'actualité, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire sur tout ce que je viens de dire. Vraiment, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'était suffisamment sourcé? Est-ce que c'était suffisamment construit? Est-ce que je divague un petit peu trop? Est-ce que je pars un peu à droite, à gauche? Parce que, en fait, c'est ça, j'aime bien ce concept, ce cadre de vidéo où on peut juste se confier, on peut juste parler, on peut énumérer, on peut réfléchir, on peut conceptualiser, on peut théoriser. Et le but, c'est d'être le plus objectif possible. Le but, c'est de se rapprocher de la vérité. Comme disait Camus, que si la vérité était de droite, ou de gauche, peu importe, si elle était de droite, je serais de droite, parce qu'elle était de gauche. Donc, peu importe où est-ce qu'est la vérité, je me placerai du côté de la vérité. C'est ça qui est super important. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas, alors de préférence mettez un commentaire quand même plutôt développé, hein, c'est plus agréable à l'œil, c'est plus agréable à lire et puis surtout ça permet d'alimenter le cerveau collectif, ça permet vraiment d'avoir une vision un peu plus développée et pas juste un commentaire binaire, oui, non, je suis pas d'accord, oui. Alors après c'est très bien, il faut que ça marche dans les deux sens, je vais pas dire non je suis pas d'accord, bon ça c'est insuffisant, dire à quelqu'un oui je suis d'accord, là ça c'est suffisant, j'aime bien, non c'est pas du tout, bref vous avez compris. Donc on va reprendre dans le cadre de la vidéo. Donc si je récapitule, avec les États-Unis, avec leur ingérence étrangère, on a la dépendance économique avec le plan Marshall par exemple, on a également l'OTAN d'un point de vue de politique intérieure, extérieure, la politique militaire nationale, intérieure, extérieure, etc. On a également favorisé aussi une économie pour qu'ils puissent nous envahir et envoyer leurs produits américains. On le voit aussi par exemple, j'en sais rien, on sort demain avec cette américanisation, avec McDo, avec KFC, avec toute cette culture. D'ailleurs, petit aussi aparté, la culture américaine En fait, il n'y a pas de programme politique, il n'y a pas de programme public d'histoire par exemple aux États-Unis. Chaque État est responsable de son programme d'histoire. Moi je trouve ça incroyable de savoir ça, de comprendre ça. Et du coup on se demande, mais si je sais pas, un citoyen américain dans le Minnesota et un autre citoyen américain, j'en sais rien, qui habite à Washington, imaginons, comment ils font pour avoir les mêmes références? Comment ils font pour se dire, bon, bah ça, on est quand même le plus proche possible de la réalité? En fait, j'ai réalisé que, et c'est notamment un livre dessus, bon, je me rappelle plus de l'auteur, je le mettrai en description si j'y pense, qui disait, en fait, c'est énormément construit par la culture cinématographique. En fait, il y a une conception du héros, il y a une conception que, par exemple, la terre des États-Unis, elle est sacrée, elle est au-dessus, elle est différente. Il y a presque, peut-être sur certains films, je sais pas, une dimension chevaleresque, héroïque, qu'on est là aussi, on est le gendarme du monde, on libère les peuples, enfin, etc. Donc ça, c'était vraiment pour l'ingérence étrangère. Et évidemment, ça prend forme tout au long, comme je l'ai dit, campagne des années 50, 60, qu'ils ont poussé avec la CEE, avec De Gaulle, qu'ensuite il y a eu des coups vraiment démocratiques majeurs. Par exemple, Maastricht, hein, qui a été un traité génocidaire, hein, pour la souveraineté des peuples. Donc ça, c'était vraiment toute la construction européenne, hein, un petit peu historique. Et comme je le disais, c'est que en fait, le moule de la manière dont ça a été construit, en fait, je vais pas dire que c'est catastrophique, mais c'est compliqué parce que la plupart du temps, aujourd'hui, on nous donne le cadeau de la construction européenne et on dit tiens, regarde le cadeau, il est beau. Et quand tu ouvres, en fait, ça pue. Pour reprendre une allusion à ce que disait François Asselineau, hein, sur sa conférence, qui est d'ailleurs quand même vachement tirée de la mienne, hein, c'est-à-dire que c'est un mentor intellectuel, c'est un mentor spirituel, c'est un mentor politique. J'aime beaucoup François Asselineau, j'adore vachement ses idées, hein, je suis partisan vraiment, et très intéressant. Et quand on fait aussi le constat, quand on fait aussi le parallèle avec aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait l'Union européenne, elle est de plus en plus technocratique. Elle est beaucoup plus centralisée et qu'il y a une déconnexion entre les élites et le peuple, hein. C'est-à-dire que par exemple, il y a eu un coup mais démocratique exceptionnel, par exemple le traité de Lisbonne, hein. En 2005, il y a eu un référendum où on vous a dit vous voulez plus ou moins d'Europe. Le peuple a dit non, on veut moins d'Europe. Qu'est-ce qui se passe en 2007? Ça passe par les voies parlementaires, hein. C'est un coup de couteau derrière le peuple. On a fait derrière le dos des Français. On a dit vous en voulez pas? Vous l'aurez quand même. Du coup, il y a eu en 2007 qui est rentré en vigueur en 2008. Donc scandaleux. Après, je sais pas si c'était parce que honnêtement, j'ai lancé la caméra. Bon, évidemment, il y a eu quand même du travail au préalable, hein. J'arrive pas comme ça les mains dans les poches.
Mais je pense que faire le parallèle avec aujourd'hui, ça demanderait une deuxième vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire et à faire, analyser les traités. Parce qu'il y a aussi un débat sur la sphère politico-médiatique, c'est est-ce que, soit il faudrait par exemple sortir de l'Union Européenne, donc ça serait le Frexit, hein, pour retrouver nos libertés fondamentales, pour retrouver notre démocratie, pour reprendre notre politique interne, par exemple, enfin, notre politique, que ce soit immigration, enfin, notre politique immigratoire, parce qu'avec l'espace Schengen, etc., c'est compliqué. Article 77 du traité de la Constitution européenne, c'est très compliqué. Que ce soit également l'article 63, hein, c'est-à-dire c'est l'interdiction de la restriction des mouvements de capitaux. Donc ça facilite la délocalisation, la défiscalisation, ça facilite le dumping social, ça facilite la destruction de notre tissu industriel. Il y a également, je ne sais pas, l'article 102, 103 de la politique de concurrence, hein, qui empêche d'avoir des monopoles de nos industries européennes, c'est-à-dire empêcher d'avoir une vision oligopolistique, hein. C'est par exemple les GAFAM. Les GAFAM, ils ont vraiment le monopole du marché et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont autant présents, par exemple, en Europe. Et pourquoi nous, on n'a pas d'équivalent en Europe? C'est pas une question, oui, on n'innove pas, on n'investit pas assez. Alors c'est le cas, on n'investit pas assez, on n'innove pas assez, mais c'est aussi parce que on vient couper l'herbe sous le pied. Dès qu'il y a une entreprise française ou juste européenne qui essaie de construire, qui essaie de capitaliser, qui essaie d'être innovante, et ben on va la casser vraiment directement. On va essayer de la régulariser, on va essayer de, de lui mettre des normes, on va essayer. Et c'est pour ça que par exemple, quand on regarde les sièges, que ce soit de Google, etc., bah c'est où? Parce que je parlais de la défiscalisation. Et bah c'est en Irlande, c'est à Dublin. Parce que là-haut, l'impôt des sociétés, c'est 12,5 environ, alors qu'en France, c'est 30% environ. Même pas environ, c'est 30%, c'est 12,5 là-haut, et ici c'est 30%. Donc ça vous dit que le débat, il est faussé. En fait, le débat, est-ce qu'il faudrait sortir de l'Union Européenne ou la réformer de l'intérieur? Bah, en soi, elle est faussée parce que constitutionnellement, pour changer ça, il faudrait un vote à l'unanimité. Sauf que, et c'est pareil, on n'en parle pas assez, mais l'acte unique, il me semble que c'est 1986. L'acte unique, personne n'en parle, mais c'est là où il y a une inversion, où on passe du vote à l'unanimité des États pour une décision majeure à une majorité qualifiée. Mais quel coup démocratique! Personne, ça a été sous-médiatisé, personne ne le savait. Moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et après on nous dit oui, non mais c'était vraiment ce qui se passait en amont. Et l'aval, après oui, c'est la concrétisation avec Maastricht, c'est encore 2005, etc. Mais même, pourquoi on n'en parle pas? C'est incroyable. Donc ça, c'est pour faire les parallèles. Après, il y a aussi d'autres articles qui sont problématiques. Donc si on a du mal à gérer notre immigration, par exemple, avec l'espace Schengen. Par exemple, Angela Merkel, où je pense, il me semble, en 2016 ou 2018, elle a demandé à 1 million de Tunisiens, etc., de venir travailler. Une fois qu'ils ont leur titre de séjour, une fois qu'ils ont travaillé 5 ans en Allemagne, avec l'espace Schengen, ils peuvent venir en France s'installer, en sachant qu'on accueille déjà 400-500 000 personnes de, d'origine étrangère par an. Donc, et ça depuis une politique migratoire depuis 20 ans. Donc je suis pas partisan de la politique pushback, c'est pas une question de ça. Et puis on peut aussi faire le parallèle, hein, d'une certaine droite qui parle de communauté au sein d'une communauté, d'un État au sein d'un État. Par exemple, j'en sais rien, à Paris, dans les quartiers les plus sensibles qui y font leurs lois, où c'est très différent. Donc ça peut donc on parlerait de politique, on parlerait de religion, on parlerait aussi de faits sociologiques, on parlerait aussi par exemple de philosophie de l'individu, hein, comment ils se sont construits, comment l'histoire, comment on s'interprète dans le temps. On pourrait aussi parler du mondialisme, hein, le citoyen monde, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de frontières. C'est aussi la théorie globaliste où on appartient à un tout, à un ensemble. En fait on est humain. Et on est déraciné, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'histoire, c'est-à-dire qu'on ne s'incarne pas dans un temps long. Donc tout ça, c'est vraiment des ouvertures. C'est pour ça que je vais aussi finir cette vidéo, parce que sinon la vidéo durerait trop longtemps. Et n'hésitez pas à me dire, écoute, pour la prochaine vidéo, ouais, ça pourrait être super cool que tu nous parles un petit peu, par exemple, de la philosophie des régimes totalitaires du XXe siècle. Ça pourrait être aussi cool que tu nous parles plus en détail de l'Union européenne, comment elle favorise, par exemple, la décroissance industrielle, comment elle favorise, par exemple, entre guillemets, un choc des civilisations, un melting pot, comment elle favorise par exemple des coups démocratiques, comment elles ne respectent plus la volonté populaire, comment les élites ils sont de plus en plus technocrates, hein. Il y a une bureaucratie qui s'installe, que c'est beaucoup plus long, que c'est beaucoup plus difficile, que ça favorise telle problématique sociale, etc. Donc plein de choses, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. J'espère que la vidéo t'a plu, honnêtement.
Et puis en fonction de quand est-ce que tu regardes la vidéo, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. À bientôt pour une prochaine vidéo.